Nationale. La parole est à Caroline Colombier. Merci Monsieur le Président, merci messieurs pour vos interventions de très grande qualité. Dans un monde complexe et en profonde mutation, comme vous l'avez dit, il est toujours agréable de disposer d'experts sur les questions internationales et je me réjouis à cet égard, avec l'ensemble des collègues de mon groupe Rassemblement National, de la recherche de très grande qualité menée par vos instituts. Vos travaux éclairent un monde d'un regard précieux et ils offrent une vision complémentaire et indispensable à la recherche anglo-saxonne, très prolifique mais pas toujours tendre avec la France. C'est précisément sur ces enjeux de perception que je vais centrer mon propos avec un pays que l'Europe et singulièrement la France ne saurait ignorer, qui est la Turquie. Ce pays est censé être un allié, notamment dans le cadre de l'OTAN, et il représente la deuxième armée en termes d'effectifs. Ce pays devrait même être un ami au regard de la longue histoire de nos relations diplomatiques, lancées sous l'Empire ottoman, sous le règne de François Ier et de Soliman II. Les relations franco-turques se sont poursuivies avec la République de Turquie, fondée par Atatürk. La Turquie des kémalistes est d'ailleurs directement inspirée par le modèle républicain français, et c'est un des rares pays laïques au monde avec la France, ou du moins, je dirais, c'était. Car il faut dire que la nouvelle Turquie vantée par le président Erdogan et ses turiféraires est bien différente sur le plan intérieur du modèle égalitaire et laïque français. Les femmes turques en sont un exemple, puisqu'elles avaient obtenu le droit de vote en 1934, soit 10 ans avant la France, et qu'elles sont maintenant invitées à rester chez elles et à faire au moins 3 enfants, selon le slogan tristement célèbre d'Erdogan. La Turquie a basculé dans un enfer digne de Kafka, avec des opposants ou de simples critiques, de dérives de pouvoir implacablement traqués, emprisonnés. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été purgés. Vos homologues chercheurs turcs sont également des cibles privilégiées du gouvernement islamiste. Je dis bien islamiste et non pas démocrate musulman ou encore islamo-conservateur, pour reprendre des étiquettes données précisément par des chercheurs lors de l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Le constat est tout aussi cruel quant aux relations extérieures de la Turquie. Un influent ministre puis Premier ministre d'Erdogan, Ahmet Davutoglu, avait pour slogan une politique de zéro problème avec les voisins. L'ennui, c'est qu'il faudrait plutôt dire aujourd'hui zéro voisin sans problème. Ankara ne se prive pas d'incursions militaires régulières en Irak ou en Syrie pour combattre les rebelles kurdes du PKK ou de mouvements similaires. Le soutien à l'Azerbaïdjan, dans sa guerre au Haut-Karabakh contre l'Arménie est clairement affirmé. Le régime a même réussi à se concilier des officiers de marine pourtant réputés fidèles à l'héritage d'Atatürk en recyclant leur projet de patrie bleue qui vise ni plus moins à rétablir une hégémonie turque sur la Méditerranée et qui menace directement la Grèce, pays allié et membre de l'UE. Pire encore, concernant la France, et j'ai fini, faut-il rappeler les compromissions des autorités turques avec notre ennemi Daesh en Syrie, l'allumage de l'un de nos navires de marine nationale en Méditerranée, sans oublier le travail de sape auquel se livre Ankara. Dans ce contexte, j'ai 3 questions et j'arrête. Erdogan, récemment réélu président, est-il susceptible de changer son attitude vis-à-vis de l'OTAN, comme il l'a fait avec Vladimir Poutine ou Bachar al-Assad? Quels sont les leviers et les résultats concrets d'Ankara dans sa politique d'expansion de ses intérêts en Afrique? Et avons-nous la certitude que même si l'opposition turque revenait au pouvoir, la Turquie reviendrait à une position plus pro-occidentale sur la scène mondiale? Je vous remercie et je m'excuse pour le petit débordement.